Bonjour, soyez les bienvenus. Ensemble, c'est mieux. C'est votre rendez-vous quotidien sur France 3 Paris-Île-de-France. On est ravis de vous retrouver. Hier, nous n'étions pas à l'antenne. C'était nos collègues de la région Rhône-Alpes qui ont pris le relais suite à un mouvement de grève. Donc, on est d'autant plus contents de vous voir aujourd'hui pour 50 minutes d'information avec la conviction, vous le savez, qu'ensemble, on trouve plus de solutions, on s'enrichit et on grandit. Ensemble, c'est mieux. Toujours en équipe avec Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem, que je vais retrouver dans un instant pour vous présenter le sommaire du jour. Mais d'abord, notre tradition, notre chanson. C'est le titre All Night du rappeur Big Boy, un titre sorti en 2017 que vous avez forcément entendu parce qu'il a été repris dans plein de pubs et notamment pour un smartphone assez répandu et qu'on a tous autour de cette table. Un morceau qui nous réchauffe aujourd'hui, on en a bien besoin puisque l'actualité est assez dramatique. On va y venir dans un instant avec Raphaël Yem. Ravi de vous retrouver tous les deux. Bonjour. Très bien, merci. Et d'abord, Julie, on va bien sûr commencer par répondre aux questions de nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, on parle d'isolation thermique. Si vous avez froid chez vous l'hiver malgré le chauffage ou trop chaud l'été, c'est que votre maison est mal isolée. Mais pas de panique, ce n'est pas une fatalité. Panique. Pas de panique, d'accord. On va voir dans un instant quels travaux réaliser pour être mieux isolé et surtout faire des économies d'énergie. Pour répondre à vos questions, on reçoit ce matin Charlie Borde et Tarek Ikem. Ils sont à la tête de l'entreprise Précarité, Énergie, Solidarité à Malakoff. Et puis ensuite, nous célébrerons une femme distinguée. Une jeune femme distinguée, oui, assez récemment, Romane Méance. Elle a 34 ans, elle est déjà présidente de Nossa Transport, elle est entrepreneuse des quartiers, sa boîte Nossa Transport est dans le 20e arrondissement à Paris. Elle a créé 13 emplois en à peine un an et son domaine d'activité c'est le transport de marchandises. Eh bien, Voilà. voilà, Elle rend service. Elle rend service et on racontera surtout son parcours probablement inspirant pour vous aussi. Puis vous le savez, on aime les tables ouvertes, les mélanges inédits. Alors, Romane restera avec nous et rencontrera nos invités suivants. C'est Johan Leroux et Nathanaël Sapé. Mon premier est champion du monde de parcours. Le deuxième le suit avec une caméra pour filmer tous ses exploits. Le parcours, c'est quoi? En gros, imaginez ces yamakasi, ces gens qui sautent de toit en toit, qui utilisent le matériel urbain pour créer des sortes de chorégraphies acrobatiques. C'est évidemment une discipline, tout ce qu'il y a de plus sérieux à ne pas reproduire tout seul sur un coup de tête. Ils nous en parleront tout à l'heure. Et puis en plus, ils ont créé leur propre académie. Ça se passe au Halles, dans le 1er arrondissement de Paris. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis vous le savez, on est ici en studio à Vanves, mais aussi ailleurs, au plus près de vous, y compris quand on a le cœur qui saigne. Aujourd'hui, Raphaël Yem, bonjour. Vous êtes toujours accompagné bien sûr de Laurent Billot et vous êtes donc dans le 16e arrondissement de Paris, rue Erlanger, où a eu lieu cet incendie dans la nuit de lundi à mardi, précisément l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu Paris depuis 14 ans. 10 morts, une trentaine de blessés, dont des pompiers qui avaient été dépêchés sur place. Évidemment, vous saurez tout dans le JT de 12h sur l'antenne de France 3 Paris-Île-de-France, mais nous, notre truc, c'est la solidarité. Et déjà, elle s'organise et c'est ce que vous allez nous raconter, Raphaël. Ah oui mes amis, aujourd'hui j'ai la tête des mauvais jours évidemment, on pense aux victimes et aux familles des victimes, au voisinage, au plus près de vous, c'est notre credo, vous le savez, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est surtout pour ça qu'on a dépêché notre caméra avec Laurent Billot ce matin ici dans le 16e arrondissement de Paris. Vous dire avant tout ça que la mairie d'arrondissement a déjà mis en place des cellules d'aide aux victimes qui sont ouvertes encore ce matin et ce soir jusqu'à 18h avec la première Paris Aide aux victimes qu'on avait déjà interviewé lors du précédent incendie, vous vous rappelez, rue de Trévise, on y était malheureusement il y a quelques jours. C'est encore cette association qui accueille aujourd'hui les personnes en difficulté. Une autre cellule a été mise en place, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris, AP-HP, qui elle aussi sera ouverte jusqu'à 18h. Sachez également qu'un numéro vert a été mis en place. Si vous êtes dans la situation, vous savez pas ce qui se passe, mais comment réagir, comment intervenir. J'ai perdu mes affaires, je suis parti en urgence,
connaissances ou alors des amis d'amis sont dans ce cas-là, il y a un numéro qui a été mis en place, c'est le 0805 20 04 50, 0805 20 04 50. On ira dans quelques minutes à la rencontre des habitants du voisinage, histoire de voir justement comment la solidarité s'organise, puisqu'on le sait, des voisins ont accueilli d'autres voisins qui ont dû quitter cet immeuble en flammes. À tout à l'heure, les amis. Merci beaucoup, Rafale. Et puis, vous citiez les numéros de téléphone justement pour se faire aider. N'hésitez pas, vous aussi, à relayer vos propositions d'aide, peut-être d'hébergement, de couverture pour tous ceux qui ont tout perdu. Voici 3 moyens de nous contacter. Le 0805 383 383, un mail paris-idf@ensemblec'estmieux.fr et puis le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3, bien sûr. On relaiera toutes vos offres, peut-être de bénévolat, de matériel, qu'importe, mais pour venir en aide à tous ces sinistrés et à tous ceux qui souffrent rue Erlanger. On va commencer l'émission, comme d'habitude. Ensemble, c'est mieux. C'est aussi la réponse à toutes vos questions du quotidien. Et c'est parti. C'est inscrit dans la loi en 2050. Il nous aura fallu réduire de 50% notre consommation énergétique et l'objectif intermédiaire est à moins 20% en 2030. Et ça passe forcément par l'isolation thermique. Que vous construisiez votre maison, que vous habitiez dans de l'ancien, c'est une préoccupation. Et évidemment, on a plein de questions à poser à nos invités. Tarek. Bonjour. Tarek Ikem et Charlie Borde. Bonjour. Soyez les bienvenus tous les deux. Vous dirigez l'entreprise Précarité Énergie Solidarité, entreprise experte en isolation thermique. Outre les considérations écologiques et économiques, faire isoler son logement, est-ce que, Tarek, pour démarrer, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un bon placement, c'est-à-dire que son logement prend aussi de la valeur avec une bonne isolation thermique? Oui, tout à fait. Lorsqu'on fait des travaux d'isolation, ça permet aussi aux particuliers d'entretenir son patrimoine. L'isolation aujourd'hui est devenue une obligation. Donc effectivement pour un côté, un aspect écologique, pour l'environnement. Mais aujourd'hui, une maison isolée, c'est une maison qui se vend... Qui se vend mieux, ça fait partie des critères d'achat, en tout cas des nouveaux acquéreurs. Tout à fait. Et parce que dans une maison passoire, c'est 30% de déperdition de chaleur par le toit, 25% par les murs. Bref, vivre dans une maison, un appartement mal isolé, ce n'est pas très confortable et surtout, la facture d'électricité et de gaz sont souvent salées. Alors, avant de voir quelles sont les règles à respecter quand on souhaite se lancer dans des travaux de rénovation thermique et à quelle aide on peut avoir droit, petites explications en images. Il était une fois, il y a près d'1 million d'années, des chasseurs-cueilleurs qui accrochaient des peaux de bêtes sur les parois de leur hutte pour se protéger du froid. On ne sait pas s'ils vécurent heureux, mais on sait qu'ils étaient au chaud. Aujourd'hui, plus besoin de dépecer cette jolie petite martre pour sentir la chaleur. En France, depuis 1974, il est obligatoire d'isoler une maison lors de la construction. C'est assez récent. Avant, le pétrole coulait à flot et on pouvait chauffer sans se soucier de garder la chaleur à l'intérieur ou de ménager la planète. Mais ça, c'était avant. De nos jours, plus personne ne veut d'une maison qui fuit. Question de confort et surtout d'économie. Sans isolation, 30% de la chaleur de vos radiateurs s'échappe par le toit, 25% s'enfuit par les murs et 15% se fait la malle par les fenêtres. Ça allonge sacrément la note. Mais pas de panique, il existe des dizaines de matériaux différents pour éviter d'avoir l'impression de vivre au milieu de la banquise ou du désert. Laine de verre, liège, polystyrène ou encore chanvre. Le choix est vaste. Le prix de ces matériaux varie de 3 à 100 € par mètre carré. Mais pour rentrer dans vos frais, il existe des aides financières des communes et de certaines régions. Mais aussi des déductions fiscales, des primes dites énergie ou des prêts à taux zéro. Alors, un bon conseil, avant de commencer votre chantier, commencez par vous isoler pour étudier tout ça. Alors, la première question, c'est d'abord de détecter, de savoir si notre maison elle est plus ou moins bien isolée. Parmi les premiers signes, Charlie, il y a quoi? Si les variations de température extérieure elles se ressentent à l'intérieur, c'est que là, il faut qu'on passe à l'action? Ouais, clairement, nous, on a une méthode simple. On se déplace chez les particuliers, on reprend l'enveloppe globale de leur maison. Et on essaye de voir les points de défaillance et là où on va pouvoir améliorer clairement le bâtiment. Mais avant de vous appeler, qu'est-ce qui nous alerte? Ça peut faire partie des signes qui nous alertent? Très souvent, c'est j'en ai marre de payer autant
ou j'ai trop chaud en été et trop froid en hiver. Je ne sais pas comment faire. Je sais pas. On arrive très souvent sur des particuliers qui sont un petit peu perdus. Ils ne savent pas très bien par où commencer. Et comme c'est des interventions qui peuvent coûter plus ou moins cher, forcément, Après, si on passe la main devant une fenêtre et qu'on sent l'air qui passe, c'est qu'il y a un signe avant-coureur. On peut retrouver aussi de la condensation sur les fenêtres. Condensation. Et si on passe d'une pièce à l'autre et qu'on ressent aussi une différence de température, c'est quand même un signe. Entre autres, on peut mettre aussi la main sur le mur et se rendre compte qu'il est humide ou froid. Froid surtout. Ouais. Et une maison bien isolée, ça permet d'économiser combien? On peut aller jusqu'à, pour moi, presque 70%. Ah oui, à ce point-là? De la facture de ce qu'on paye? Si une maison est non isolée, on va obtenir les 30% pour la toiture. Quand on passe d'une maison non isolée à une maison isolée, si vous avez déjà de la laine de verre ou des choses comme ça, forcément, ça sera un petit peu réduit. Mais après, pour nous, on essaie de faire vraiment des projets globaux pour essayer de trouver au mieux les points de défaillance et pouvoir les optimiser. Alors justement, la question, Tarek, c'est est-ce qu'il faut tout isoler d'un coup ou est-ce qu'on peut faire pièce par pièce aussi? Est-ce que, voilà, comme une voiture, il faut tout changer d'un coup ou on change son matelas et son sommier? Est-ce que là, c'est la même chose ou on peut y aller petit à petit? Eh bien, je vous dirais, aujourd'hui, la solution la plus efficace, effectivement, c'est l'isolation par l'extérieur, aussi bien du toit et des murs. Donc voilà, on le fait une seule fois d'un coup, en isolant voilà, le toit et les murs par l'extérieur. Et après, de là, effectivement, on peut s'attaquer dans un second temps, donc c'est toujours par une ordre de priorité, au système de production de chauffage. Et là, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire d'isoler sa maison aujourd'hui, moi je suis un peu dans les travaux en ce moment, c'est obligatoire. Aujourd'hui, ouais, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Et c'est pas je fais la cuisine et pas la chambre. On est obligé d'isoler la maison. On est effectivement obligé d'isoler. C'est obligatoire, mais par exemple, les immeubles haussmanniens, il y en a beaucoup à Paris. Comment on fait pour aujourd'hui isoler par l'extérieur un immeuble haussmannien? Vous avez compris qu'il y a deux cas de figure. Il y en a un qui fait construire sa maison et l'autre qui achète du haussmannien. Non, mais on ne peut pas, donc c'est par l'intérieur. Et par l'intérieur, on perd beaucoup de surface. C'est pour ça, en fait, il y a le particulier et l'appartement. Ceux qui sont en copropriété, il existe plein d'aides et subventions pour des copros. Pour revenir à votre question sur l'haussmannien, effectivement, vous avez des contraintes par les bâtiments de France et généralement, ils isolent que les cours intérieurs ou les anciens murs en briques qui ne peuvent pas toucher aux façades. Donc effectivement, on passe par l'intérieur et les nouvelles normes thermiques nous obligent à mettre entre 12 et 14 cm, parfois 9 si vous mettez du polyuréthane, mais forcément, vous allez perdre de la place à l'intérieur. Ça fait beaucoup, ouais. Ça peut vite représenter 5 mètres carrés sur 100 mètres carrés. Alors, on a une question très pratique aussi. Elle nous vient de Sylvain. Il habite à Courbevoie. Écoutez. Je m'appelle Sylvain, je suis de Courbevoie, je travaille dans le domaine du contrôle de gestion et ma question concerne l'isolation thermique. Aujourd'hui, pour rénover une maison individuelle, la pratique des entreprises dans le bâtiment est de recourir à la pose de plaques de polystyrène tout autour de la maison. J'aimerais connaître l'impact écologique et la durée de vie de cette pratique. Enfin, s'il est possible d'utiliser d'autres techniques pour optimiser l'isolation thermique. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond à Sylvain? Aujourd'hui, là, il parle d'isolation thermique, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. On va poser des plaques de polystyrène. Le polystyrène, il ne s'altère pas dans le temps. Donc, à partir du moment où il est bien posé, on a une bonne étanchéité. C'est pas très écologique. Effectivement, c'est un dérivé pétrochimique. Donc, on a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers du chanvre, vers de la fibre de bois ou des choses comme ça. Mais ça reste aujourd'hui un matériau qui est quand même qui a un bon rapport qualité-prix et qu'on retrouve partout, le polystyrène. En fonction de quoi on choisit sa matière isolante? La géographie, c'est-à-dire si on habite à Mulhouse, à Brest ou à Toulon, on ne va pas choisir la même chose. Alors ça dépend des performances que vous recherchez. Si vous recherchez des performances thermiques, purement thermiques, le polyuréthane sera l'isolant qui sera le plus efficace de façon thermique. Après, forcément, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Donc ça sera jaugé en fonction des besoins des clients. Comme je vous dis, il y en a de plus en plus qui veulent des matériaux biosourcés, donc c'est-à-dire des matériaux naturels comme le chanvre, la fibre de bois, ou on peut rester sur des laines qui sont traditionnelles, laine de verre, laine de roche. C'est ce qu'on voit beaucoup. Est-ce qu'il faut un permis de construire pour procéder à son isolation, pour procéder à ses travaux? Effectivement, ce ne sera pas un permis de construire, mais tout simplement une déclaration préalable de travaux à déposer à la mairie. À partir du moment où ça se passe par l'extérieur. Avant cela, on l'a dit, pareil, pour être hyper concret, le diagnostic d'isolation thermique, c'est vous qui le faites, savoir quel type de travaux. Est-ce que ça, c'est payant? Non, c'est pas payant. On se déplace gratuitement chez les gens et de là, effectivement, on leur remet un bilan thermique avec des préconisations de matériaux, de travaux. Il faut absolument acheter du certifié, on est d'accord? Ça, c'est une obligation, CE, Acermi et Isol. C'est les 3 points à regarder? Ça, pour nous, c'est obligatoire parce que la quasi-totalité de nos clients
profitent des aides et subventions, donc ils ne peuvent pas se passer de ces normes-là. Vous engagez votre responsabilité en tant que... Nous, on respecte tous les DTU, les techniques de mise en pause. On a des formations chez les fabricants à chaque fois. On applique à la lettre ce que le fabricant nous demande et effectivement, on travaille qu'avec des matériaux NF ou CE. Et Tarek, une maison passive, c'est quoi ? Parce que c'est le but, hein, visiblement ultime, c'est qu'on n'ait plus besoin de rien. L'objectif, en fait, on veut tendre à ce que en fait, les maisons deviennent le plus indépendantes possible, énergétiquement parlant. Et c'est possible. Voilà. C'est possible. Concrètement, ça veut dire plus de chauffage et en fait, c'est les simples habitants, les ampoules, le four qui fonctionne, qui chauffent la maison. En fait, sans chauffage. La maison produise plus que ce qu'elle consomme. Ce qu'on appelle les maisons BEPOS aujourd'hui. Et il faudrait aussi utiliser que des isolants et des matériaux biosourcés. Donc, en rénovation, ça reste aujourd'hui très compliqué. On peut y tendre au maximum, on fait en sorte de faire le maximum de choses, mais dans le neuf, effectivement, c'est très facile à mettre en place. Non, j'ai une petite question assez concrète aussi. Est-ce qu'on a le droit à des aides que pour la rénovation ou pour le neuf aussi ? Alors, effectivement, les aides seront uniquement sur la rénovation. Il existe quelques aides régionales pour le neuf. Mais régionales, voilà. Et les aides d'État, elles sont vraiment dédiées à la rénovation. Ça fait partie de votre job aussi que de dire aux futurs clients de quel type d'aide il peut bénéficier. Effectivement. Ou ça, c'est de son côté qu'il faut aller chercher. On aide justement les particuliers en leur expliquant tout simplement toutes les aides et subventions qu'ils peuvent obtenir. Et il y en a beaucoup. Voilà. Alors, dernière question. C'est souvent aussi l'isolation, quelque chose où on se dit on peut le faire soi-même. C'est quand même plus... Ça est très bricoleuse. Non, mais c'est vrai. En tout cas, les combles, peut-être pas les murs, mais c'est vrai que les combles, c'est un truc où on se dit, on se lance. Pour le coup, la plus-value de prendre un spécialiste, c'est laquelle ? Non, mais en plus, je vous donne l'occasion de défendre votre métier. Pour revenir à votre question, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, vous avez les combles à 1 euro, plein de choses comme ça, qui pour nous, on ne fait pas du tout le même métier. Clairement, vous les voyez rester 1 heure chez les particuliers, ils font ça de bric à brac. Pour moi, c'est des bons bricoleurs. Aujourd'hui, nous, on est des professionnels de l'isolation, on ne fait que ça. On ne fait pas d'électricité, on ne fait pas de plomberie. Et clairement, au niveau de l'étanchéité à l'air, au niveau du respect des DTU, on est vraiment sur quelque chose de très pointilleux et on ne se rend pas compte. Bien sûr, c'est techniquement que poser des plaques dans un comble ou projeter de la laine. Sauf que si vous la projetez mal, si vous n'avez pas repéré des boîtiers électriques ou des anciens luminaires ou des choses comme ça peut déclencher un incendie. C'est comme tout. C'est clairement un métier et je vous rassure, les formations, elles prennent du temps et vous ressortez grandir chaque fois qu'on en fait une. Et donc, c'est une petite économie que de le faire, mais pas forcément un bon calcul sur le long terme. Julie, vous avez justement des bonnes adresses à nous souffler en Ile-de-France. Oui, parce que si vous êtes un peu perdu avant de faire vos travaux d'isolation, vous pouvez prendre rendez-vous, par exemple, avec un conseiller de l'Agence parisienne du climat. Il pourra répondre à toutes vos questions sur les économies d'énergie possibles et les travaux à prévoir, que ce soit pour votre maison et même pour votre immeuble si vous habitez en copropriété. Les conseils sont gratuits. Vous pouvez donc vous rendre sur le site apc-paris.com pour prendre rendez-vous. Et comme on l'a dit, dans le cas de la transition énergétique, la plupart des ravalements de façade doivent s'accompagner désormais de travaux d'isolation. Alors si vous êtes copropriétaire et que votre immeuble est concerné, mais que vos voisins ne sont pas très chauds, allez faire un tour sur Coach Copro. C'est une fois votre copropriété inscrite sur cette plateforme en ligne, gratuite et sécurisée. Chaque propriétaire, vous connaissez les principales étapes du projet, les gains potentiels et les aides financières auxquelles vous avez droit. Et Coach Copro permet également d'avoir accès à toutes les informations concernant les travaux prévus dans son immeuble grâce à un tableau de bord commun, ce qu'on peut installer sur son téléphone ou sur son ordinateur. C'est un accompagnement complet tout au long des travaux de rénovation et qui peut en rassurer certains. Et enfin, une dernière info, je ne pouvais pas ne pas la dire, ce week-end, c'est le salon de la rénovation. Et si vous voulez voir en chair et en os Nicolas Deuil, c'est là-bas qu'il faut aller. Ou des professionnels. Surtout des professionnels. Comme Charlie et Tarek. Donc c'est le salon de la rénovation, ça se passe porte de Versailles, ça commence vendredi et ça dure jusqu'à lundi. Alors allez y faire un tour. Merci Julie et merci à tous les deux. À vous. On le dit souvent, c'est souvent la conclusion de nos dossiers pratiques, mais consultez les professionnels, c'est leur métier, ils l'ont étudié, ne serait-ce qu'au moins pour avoir cette vision du conseil et de l'expertise, c'est important. Merci beaucoup à tous les deux.
On va nous repartir voir Raphaël Yem, qui, vous le savez, aujourd'hui est au plus près de vous et de ceux qui souffrent encore. Après cet incendie hyper meurtrier, le plus meurtrier depuis 14 ans, qu'est vécu Paris, rue Erlanger, donc dans le 16e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, vous êtes sur place pour justement prendre le pouls de la population, savoir de quoi elle a besoin et pour vous faire le relais justement de toutes leurs demandes. C'est ça, vous ne serez pas surpris évidemment, la rue Erlanger est bloquée, on filtre les habitants, filtrés par des agents de police pour faciliter le travail des pompiers évidemment. Moi j'aurais préféré être ici, vous comprenez bien, dans des situations un petit peu plus smile, mais bon, on avait envie d'être au plus près de vous et au plus près justement des habitants, des riverains. J'en ai rencontré un justement qui est là. Comment ça va, Christophe ? On commence à aller mieux. On commence à aller mieux, hein. Évidemment, toi tu étais sur place chez toi puisque tu habites en face, si je ne me trompe pas, de l'immeuble qui a pris feu. Ouais, précisément en face du corridor par lequel rentraient les pompiers. Donc on était malheureusement aux premières loges. On a ouvert les fenêtres et on s'est aperçu ce qui se passait. C'était sans cesse des allées et venues. Avec des pompiers qui cherchaient des solutions manifestement et qui cherchaient des accès. On voyait bien que ça se passait derrière, dans l'arrière-cour, et avec leur barda sur le dos, il y a eu un moment effectivement de recherche de solutions pour accéder le plus vite possible. Et pendant ce temps, on voyait un halo de lumière qui était en fait les flammes qu'on ne pouvait pas voir nous du côté de la rue, mais les flammes devaient être tellement puissante que ça irradiait le haut de l'immeuble, avec évidemment des fumées très importantes qui se dégageaient. Donc des corps qui étaient acheminés par les pompiers sur des brancards, nus, des gens qui sortaient, qui n'avaient pas eu le temps de se rhabiller, de la suie partout. C'était très impressionnant. Ton réflexe a été d'ouvrir les portes. Hein. Absolument. On a proposé d'ouvrir l'immeuble. Au même moment, les pompiers s'organisaient pour regrouper finalement les gens dans un autre immeuble qui était chauffé avec un hall qui était suffisamment spacieux. Donc on a proposé thé, café, mais c'était pas le moment. C'est-à-dire qu'on était tellement dans le moment intense du début de l'incendie, parce que il était à peu près 1h du matin. Voilà, donc on était là en réserve, fenêtre ouverte, si on avait besoin de nous. Et voilà. Et la vie reprend ce mercredi. Oui, la vie reprend ce mercredi. Hier, c'était un cafard. C'était glauque. C'est une journée glauque. On n'a pas dormi de la nuit. De la nuit où ça s'est produit. On ne peut pas aller se coucher en sachant ce qui se passe à quelques mètres de chez soi. Voilà. Bon, on se remet, ouais. Et en fait, on sait quand on y réfléchit, parce qu'il y a le côté médiatique, mais derrière, il y a des gens qui vont vivre avec cette peine. Ils n'ont rien demandé à personne, et puis ils sont cueillis en plein sommeil, et il y a des drames qui vont continuer. On a tous perdu des proches pour des raisons diverses. On sait ce que c'est, et ça paraît tellement injuste. Comment réagissent les habitants On a. Parce que je crois qu'il y a une église un petit peu plus loin. Là, oui, l'église Saint-François de Molitor. Juste derrière nous. Voilà, à 200 mètres d'ici, qui se trouve rue Molitor, qui a organisé un office hier soir qui avait 3 fois plus d'affluence que d'habitude et qui redonne encore une messe ce soir. Les gens ont envie d'en parler. C'est à côté de chez eux. C'est des gens qui vont pas forcément manifestement toujours à l'église, sinon il n'y aurait pas 3 fois plus d'affluence, et qui cherchent un espèce de moment de communion pour évacuer un peu leur peine et manifester leur compassion. Merci beaucoup Christophe, on vous souhaite beaucoup de courage et merci d'avoir parlé avec camarades ensemble. C'est mieux, merci beaucoup. Hein. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres témoignages et voir aussi comment la solidarité s'organise ici. Merci beaucoup Raphaël, et puis bien sûr ce sera à la une de votre JT de 12h pour la partie réellement de l'enquête, puisque c'est un incendie présumé criminel. Ensemble c'est mieux se poursuit, et vous le savez, on aime beaucoup mettre en lumière ceux qui bougent et ceux qui se bougent pour que l'Île-de-France prenne toutes ses couleurs et tout son espace. Ensemble citoyens.
Soyez la bienvenue, Romane Méance. Vous êtes la créatrice de Nosa Transport, entreprise qui fête sa première année. Bravo, bon anniversaire. Merci. Implantée porte de Bagnolet dans le 20e arrondissement, mais surtout félicitations, plutôt que bienvenue, puisque vous êtes lauréate du prix BGE Talent des Cités, qui a été remis il y a quelques jours. Être récompensée après 12 mois seulement d'existence, ça a quel poids pour vous? C'est énorme. Puisque donc on a remporté le prix national du concours Talent des Cités. Et en plus, on est le lauréat choisi par le ministère de la Cohésion sociale des territoires. Du coup, c'est énorme pour nous. On a reçu le prix des mains de Julien Denormandie, le ministre. Et vraiment, pour nous, c'était... je ne vais pas dire de consécration, mais c'est énorme de recevoir le prix. C'est que le début, mais de recevoir un prix de la part d'un ministre. D'un ministre et de la cohésion sociale, ça fait encore plus sens pour vous? Oui, carrément, parce que j'ai monté cette boîte avec mon associé qui est aussi mon mari. Et du coup, c'est une entreprise, mais on veut aussi qu'elle ait du sens. Donc c'est pour ça qu'elle est dans un quartier politique de la ville, qu'on recrute beaucoup de gens qui sont éloignés de l'emploi. Et on veut que ça ait du sens. Alors justement, on va en parler. Talent des Cités, c'est donc parce que vous implantez dans ce quartier populaire que vous embauchez des personnes issues des quartiers populaires du 20e et de Bobigny et de la Cité de l'Abreuvoir, pour ceux qui connaissent. C'était impensable pour vous de monter un business sans qu'il y ait cette partie-là, pas de solidarité, mais en tout cas d'entraide envers ceux qui galèrent davantage que d'autres? Non, c'était pas envisageable parce que du coup, mon conjoint, il vient de la Cité de l'Abreuvoir à Bobigny. C'est aussi un quartier, il y a un fort taux de chômage, les personnes, la plupart, sont très éloignées de l'emploi. Ça faisait partie du projet de la création de l'entreprise, de base, en fait. C'est vraiment là que vous recrutez? Carrément. Votre mari, les salariés. Je dirais tout se passe là, en fait. Je dirais que Bobigny, c'est mon mari qui s'occupe du recrutement la plupart du temps. Et on a fait 2-3 recrutements par Pôle emploi et tout, mais en fait, les recrutements par réseau, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, un tel qui connaît un tel, qui recommande, et ça marche à chaque fois. Alors, en tout cas, les gens se sentent bien chez vous, ce qui doit entraîner aussi ce fameux cercle vertueux de la réussite. On va parler des chiffres, parce qu'en plus, ça marche très bien, en plus de ce prix, de cette consécration. Talent des Cités, c'était la spéciale aussi d'une émission sur France 3 qui s'appelle On a la solution, présentée par Louise Ekland. Évidemment, un sujet vous était consacré. Ils ont rencontré certains de vos salariés. Visiblement, tout va bien. Bonne patronne, regardez. Parti de rien, Nosa Transport a recruté en un an une quinzaine de coursiers issus en majorité de Seine-Saint-Denis. Des coursiers embauchés en CDI, payés un peu plus que le SMIC. Pour certains, c'est le premier vrai contrat de travail. À Pôle emploi, on ne nous appelle jamais, on ne comprend pas en fait, et voilà quoi. Et là, c'est magnifique. Et là, il y a vraiment du taf. Pour ceux qui veulent vraiment travailler, il y a du travail. Dans un mois, Nosa Transport s'installera dans de nouveaux bureaux, toujours dans cette partie du 20e arrondissement, classée quartier prioritaire de la politique de la ville. Et au départ, vous n'étiez pas prédestiné à devenir votre propre patron, à monter votre business. C'est parce que vous avez été licencié économique que vous avez cherché à vous mettre à votre compte et que vous avez en plus demandé à votre compagnon de vous accompagner dans l'aventure. Voilà, en fait, à la base, l'idée, c'est la sienne. Donc moi, j'étais en poste et il y a eu un licenciement économique. Et en fait, lui, il a aussi eu un accident de moto en allant passer la formation. Et je me suis dit, mais attends, plutôt que ça décale ton projet, je vais t'aider. Mais on ne pensait pas au début qu'on irait aussi vite. Et finalement, on a un bon binôme, donc voilà. Ça marche. C'est ça. Et c'est là aussi où le système d'aide et d'accompagnement francilien des jeunes entrepreneurs rentre en action, parce que vous vous êtes fait aider et que ça a été hyper utile aussi à la construction de votre projet. Comment est-ce que vous avez justement peut-être sollicité ou eu vent, ou vous avez eu envie de vous faire épauler? Parce qu'il faut avoir conscience aussi qu'on a besoin d'aide avant de se lancer. Oui, alors nous, on a été accompagnés par l'ADI d'Île-de-France. Donc grâce à eux, on a eu un microcrédit et un prêt régional à hauteur de 10 000 € au total. Et ensuite, on a été accompagnés par BGE. Et que ce soit l'ADI ou BGE, les deux nous ont accompagnés au niveau du business plan, étudier le marché. Parce que ça, c'est des choses que vous ne saviez pas faire? J'avais une base, mais il fallait que je consolide ça. Et du coup, avec l'ADI, on a des experts comme avec BGE qui vous aident en fait à structurer dès le début.
Sans quoi, sans ces aides, vous pensez que... C'est compliqué. Se lancer comme ça, c'est toujours mieux de faire valider son projet déjà par un tiers, avant même de se lancer, de voir s'il y a une faisabilité. Et puis après, surtout, ce qui nous a aidé, c'est le microcrédit de l'ADI. Sans ça, en fait, vous n'auriez pas pu... non, sans l'ADI, c'était impossible. On n'aurait rien créé, en fait. Alors, résultat, vous avez créé votre projet en novembre 2007, qui a été réellement lancé en 2017, pardon. En janvier 2018. Et au terme de votre première année d'activité, 200 000 € de chiffre d'affaires, 13 salariés. C'est la solidité justement de la préparation au projet qui vous amène à ces résultats-là qui sont assez fabuleux pour une première année d'exercice. C'est vrai que le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus que celui qu'on avait prévu au tout départ du business plan, donc c'est génial. Et ce qui fait la force, là où on a réussi, c'est justement à construire une équipe qui est solide. Et voilà. Une équipe solide et surtout une équipe qui est plutôt bien payée. Vous avez une politique salariale, on l'a vu dans le sujet, qui est pas, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Déjà, vous embauchez en CDI à 80% les gens et vous payez un peu plus que le SMIC. Voilà, c'est ça. Pour fidéliser, exactement, pour responsabiliser. Voilà. Et on a certains employés là, qu'on a embauchés en emploi franc. Justement pour. C'est quoi la différence emploi franc et CDI? En fait, emploi franc, c'est une aide qu'on a quand on embauche quelqu'un qui vient d'un QPV, justement d'un quartier. D'accord. Et c'est en phase de test en Ile-de-France et c'est vraiment une super initiative qui a été mise en place. Et sinon, oui, ils sont en CDI la plupart. Et voilà. Vous essayez d'être le patron que vous auriez rêvé d'avoir? Oui, j'ai sûrement beaucoup de défauts, mais on essaye vraiment d'être à l'écoute. Enfin voilà, de rester à l'écoute, de booster les gens. Voilà. Alors vous, donc, votre business, c'est de faire du transport léger de marchandises. En gros, c'est le business du dernier kilomètre, on le connaît. Vous travaillez essentiellement pour deux secteurs, on va dire, le luxe et puis le médical et notamment le transport de sang. C'est ça. C'est deux grosses exigences. Ça veut dire que vous-même, vous progressez avec ces clients si exigeants, parce qu'on le sait, ils font partie des plus pointilleux aussi. Oui, donc comme vous le disiez, on a donc deux secteurs, c'est le transport de produits sanguins entre hôpitaux et labos, et ensuite les produits de luxe. Et oui, c'est des clients qui sont très exigeants, mais du coup, ça nous amène nous-mêmes vers l'excellence, en fait. Donc voilà. En tout cas, votre exemple parle de lui-même. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui n'osent pas se lancer, mais qui en ont envie, mais qui n'osent pas franchir le pas? Alors, je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner. Il y a plein de structures en France. Il y a la région, il y a plein dans toute la France, ADI, BGE, mais d'autres structures aussi qui sont là justement en appui aux entrepreneurs. C'est un accompagnement gratuit? Ouais, c'est gratuit. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter dès le début. Il y a aussi des couveuses, il y a plein de choses. Ouais, puis mettre à coucher du projet sur le papier, le proposer et puis voir ce qui se passe. Voilà, mais vraiment structurer, pas se lancer sans étudier le marché. Voilà, il y a des super structures, il ne faut pas hésiter à aller les voir. La preuve, vous êtes qu'en allant au-devant de l'info, vous en récupérez les bénéfices et ça cartonne, on est ravis. Merci. En tout cas de vous recevoir. Et puis on sent la pêche, on sent l'énergie, c'est génial. Romane, vous restez avec nous, Ensemble c'est mieux, c'est aussi l'envie de créer des échanges inédits, c'est notre vue d'ensemble. Il souffle comme un vent d'ouest sur ce plateau. Vous pourriez rentrer en faisant un petit truc quand même. Trop facile. Ça y est, bienvenue Johan Leroux, d'Izéphir, d'où ma petite vanne de débit. Et bienvenue aussi à vous Nathalie Sapé. Vous êtes les grands noms du parcours, artiste, athlète, acrobate, je ne sais pas comment il faut dire, traceur, en tout cas c'est le nom technique. Et vous êtes celui qui l'accompagne avec la caméra pour justement nous donner parfois peur, mais surtout beaucoup de plaisir à regarder les vidéos. Le parcours, Romane, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça s'écrit avec un K, pardon. Okay. Comment est-ce que vous pourriez le définir? Eh bien, le parcours en soi, c'est purement le fait de s'entraîner physiquement et mentalement pour franchir des obstacles, mais aussi et surtout pour être fort, pour être utile. Alors, ces obstacles, c'est les obstacles urbains, quand même, qu'on le précise. C'est vraiment avec ce que peut nous offrir la ville. Ça veut dire que vous l'aimez, la ville, et que vous aimez particulièrement Paris. On en parlait, vous, de votre attachement aussi au territoire, au 20e, à Bobigny. Qu'est-ce qui vous attache à Paris? C'est vrai qu'on développe énormément dans la ville, puisque c'est l'endroit où on se sent un petit peu oppressé par tous ces bâtiments, toute cette hauteur. On pratique aussi en milieu naturel, mais disons qu'à Paris, la seule manière de voir l'horizon, c'est d'aller sur les toits. Tout simplement, c'est un univers différent avec un point de vue qui
qui nous émerveillent. Les toits de Paris sont quand même assez uniques en soi. Les toits émeraudes, on les voit pas tous du même endroit. Vous êtes en haut et Roman est en bas. Vous avez tous les deux le même terrain de jeu à des niveaux différents. Vous, vos coursiers, vous leur dites de faire gaffe un peu quand même. Ah oui, pas de cabriole. Ouais, mollo, non. Non, mais il y a un risque d'engager des gens qui sont quand même en scout toute la journée. Ah oui, on a déjà eu 2 accidents du travail, dont Youssef, qu'on a vu dans le reportage, qui était en arrêt pendant 5-6 mois. Parce que voilà, c'est un métier qui est très risqué. Il y a des patrons qui les poussent un peu. Non, nous on le fait pas. Non, c'est bien. Et vous, Zéphyr, vous avez aussi créé votre business. Ça se passe au Halles et c'est un lieu de découverte du parcours, mais là en toute sécurité. C'est ça, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, les toits ne sont pas forcément... L'idée, c'est pas de grimper tous sur les toits, c'est une recherche personnelle. Nous, on s'est spécialisé... Voilà. Ce serait embêtant pour vous. C'est vrai. Il y a plus de facteurs de danger au sol, justement, dû à toutes les voitures et à toutes ces personnes-là, que sur les toits où il n'y a personne. Mais effectivement, on a une salle de parcours qui a été créée, montée par la mairie de Paris avec différentes associations de parcours et de freerunning parisiens. Et l'idée est de pouvoir sécuriser un maximum, surtout les parents, puisque les enfants en soi, dehors ou dedans, ils s'amusent, ils grimpent et ils apprennent surtout. Et donc, on commence à quel âge ? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. On n'apprend pas, on réapprend à se déplacer. D'accord. Donc il y a surtout des excuses et des peurs qui, au final, dû avec les coachs qu'on a, sont très vite dépassés, en tout cas, pour pouvoir accéder à un niveau suffisant pour s'amuser. Et je me sens un peu d'humeur lyrique en ce mercredi. C'est un peu aussi la métaphore de la vie, ce parcours. C'est faire sien les obstacles de la ville et donc de la vie pour le transformer en un grand parcours personnel. Qu'est-ce que vous en dites ? Franchement, c'est beau. C'est super. Non, mais c'est finalement aussi le chemin d'un entrepreneur quand il crée son business, ou c'est le chemin d'un réalisateur quand il doit monter ensuite sa vidéo pour faire connaître un art. Oui, c'est ça. C'est toute une chose qu'il faut réussir à accumuler, à créer ensemble. Donc c'est tout un parcours que... C'est de l'adaptation aussi, toujours. C'est un obstacle. Il faut être flexible, en fait. Flexible, voilà. Flexible et souple. Alors lui, encore plus. Je suis pas si souple que ça, mais c'est pour ça qu'on a une équipe assez polyvalente. Voilà. On a la French Freerun Family avec des membres vraiment différents. Il y en a qui sont souples, d'autres rapides, forts. On essaie de garder cette polyvalence dans notre équipe, ce qui nous permet de travailler dans énormément de domaines au final, le parcours. On va en parler, on va vous voir. Bon, alors là, attention, âme sensible, gardez qu'un œil ouvert, mais on va en parler longuement. Merci beaucoup, Roman. Merci. Félicitations pour votre prix. Je vous remercie. Et puis longue vie à Nosa Transport. En tout cas, vous nous avez donné votre énergie et j'en suis sûre, vous en avez inspiré plus d'un. Vous restez avec nous. Quant à nous, on va repartir dans le 16e arrondissement de Paris, rue Erlanger. Vous le savez, théâtre dans la nuit de lundi à mardi d'un terrible incendie qui a coûté la vie à 10 personnes et qui en a blessé 30 autres. Incendie présumé criminel. L'enquête est bien évidemment en cours. Mais nous, on avait envie d'y aller et par le biais de Raphaël Yem et sa grande humanité pour voir ce qui se passe, savoir s'il y a des besoins particuliers que l'on pourrait relayer dans Ensemble, c'est mieux, Raphaël. Ben oui, je suis toujours rue Erlanger. J'ai changé de sens justement pour aller voir les habitants de l'autre côté de la rue. Sachez que d'ailleurs les voitures peuvent sortir de cette rue, mais ne peuvent pas y re-rentrer évidemment pour faciliter le travail des pompiers. On rencontre évidemment des riverains, des badauds, des gens qui habitent ici et là, mais qui, vous le comprendrez, sont encore choqués, trop émus pour prendre la parole devant nos caméras. Mais ils nous disent évidemment qu'ils sont touchés de tous les mots de solidarité, des gens qui viennent déposer des fleurs aussi, des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils justement ils pensent aux victimes et aux familles des victimes. Vous pouvez toujours, si vous avez envie de faire un don, ramener des vêtements, peut-être aussi des produits d'hygiène, vous pouvez vous rapprocher directement de la mairie d'arrondissement du 16e, évidemment, qui a aussi mis en place 2 autres cellules d'aide aux victimes. La première avec l'association Paris Aide aux victimes, qui est ouverte d'ailleurs jusqu'à 18h. Si jamais vous avez un problème d'hébergement, vous êtes dans la situation de victime justement, que vous ne savez plus où aller, rapprochez-vous de la mairie et de l'association Paris Aide aux victimes, ou encore une autre cellule qui a été mise en place, la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris, APHP, aussi installée jusque ce soir 18h à la mairie d'arrondissement. Je vous rappelle aussi qu'il y a un numéro vert que vous pouvez joindre, les amis, si jamais vous ne savez pas à qui vous adresser, c'est le 0805 20 04 50, 0805 20 04 50. Plusieurs initiatives aussi individuelles ont été lancées, comme par exemple une cagnotte
une cagnotte litchi pour une mère et sa fille qui eux aussi sont justement en grosse galère dans la panade terrible. Estelle et Béatrice par exemple, je vous montre cette cagnotte qu'on découvre ensemble. Vous pouvez taper ça sur votre moteur de recherche et vous allez la trouver. C'est pour la famille Royer, Estelle Royer et sa maman Béatrice qui cherchent, comme je vous le disais tout à l'heure, des vêtements, ont besoin aussi de produits d'hygiène, du dentifrice, des brosses à dents, manteaux, pulls, etc., etc. Donc cette cagnotte à laquelle vous pouvez participer et qui a été ouverte hier est déjà à 4045 € à l'heure où je vous parle, les amis. Merci beaucoup Rafale. Alors il y a donner du matériel et puis il y a aussi peut-être se soutenir, vous le disiez tout à l'heure, mais il y a un moment de recueillement qui est organisé à 18h en l'église François-Xavier de Molitor. Croyant ou pas croyant, c'est aussi l'histoire de se rassembler et d'avoir une pensée pour les familles de victimes. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure, bien entendu. Ensemble c'est mieux. La troisième partie, toujours avec Johan Leroux et Nathanaël Sapé. On parle donc de parcours avec un K et sans S à la fin, discipline qui consiste à franchir les obstacles urbains ou naturels grâce à des mouvements agiles et rapides. Voilà. Est-ce que c'est bien la définition? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un art ou plutôt comme un sport? La vision est différente en fonction de la personne qui le pratique. C'est-à-dire qu'on a tous un parcours et ce parcours nous est personnel. Il y en a certains qui vont chercher le côté performance. Il y a des styles en fait, c'est ça dans la façon dont on pratique le parcours. Complètement, on peut être ou alors dans la performance ou alors dans l'artistique. On a vraiment la possibilité, une possibilité infinie en fait dans le mouvement. Le mouvement en soi, c'est justement la vie, comme on le disait. Donc il n'y a aucune limite à ça. Et on repousse ses limites tous les jours. Alors le parcours, en gros, il émerge dans les années 90. Le grand public en prend connaissance, moi la première, par le biais du film de Luc Besson, Yamakasi, en 2001. Mais vous deux, comment vous rencontrez le parcours? Comment est-ce qu'il vient à vous? C'est à Saint-Michel-sur-Orge, vous voyez un banc et vous dites en fait, je vais le sauter? En fait, j'ai juste continué de grimper et de sauter. Un enfant, comme tout le monde, comme vous, a toujours grimpé, sauté un peu partout. Mais l'idée, c'était vraiment de continuer ça. À un an déjà, vous sautiez déjà du lit à barreaux. C'est vrai que j'étais assez intenable. Mes parents ont eu du mal à me tenir. J'étais très actif et je pense que ça joue aussi là-dessus. Mais avant de sauter de toit en toit, je faisais du rugby, ce qui est complètement... pas forcément. Vous sautiez sur les autres ou sur le ballon. Donc j'avais. Vous n'étiez pas barbier. J'avais une construction physique, en tout cas. Mais elle est comment la vie vue d'en haut? Parce que vous passez votre temps en hauteur. Elle est magnifique. Je crois qu'on n'a plus besoin de présenter Paris et ces magnifiques toits. Ils sont. C'est quelque chose qui est unique au monde. Il y a beaucoup de. Il y a pas tant de films que ça qui se font sur les toits de Paris, mais on a déjà vu des grands acteurs se déplacer comme ça. On a qui Peur sur la ville. Mais on voit les choses différemment aussi. On voit les choses différemment et on a un point de vue différent avec les gens. Les gens, il va y avoir 50% qui vont nous crier dessus, nous demander de partir en nous prenant pour des cambrioleurs, ce qui n'est pas le cas. Et au bout de 10 minutes, vont nous inviter à boire un café pour en discuter. Alors en tout cas, c'est hyper impressionnant. Vous allez nous raconter la coulisse notamment. Alors là, pour le coup, je crois que vous l'avez filmé vous-même avec une caméra GoPro. Mais on a appelé ça quoi, le saut de la mort. Heureusement, pas de mort à la fin. Mais regardez ce que ça donne. Allez, on se le fait en live, c'est parti. Je coupe pas la caméra. Hop là, je la mets autour de mon cou comme ça au moins elle se pètera pas la gueule. Allez, on y va en live. Ok. Ok, parfait ça. Bon, c'était pas la meilleure pointe que j'ai faite, mais l'important sur les toits, c'est pas forcément de faire une belle pointe, c'est d'arriver au point B. Et dans le parcours, c'est point A, point B. Donc peu importe que ce soit propre à partir du moment où vous êtes en vie, on va dire. Je vais quand même regarder cette course-là, parce que ça peut être pas mal là. D'ici à là-bas en saut, je sais que c'est faisable. Donc j'aimerais le faire en costal, mais en POV, je sais pas ce que ça va rendre. Au pire, je mettrai la caméra sur le côté, on verra bien. Alors on va le tester en saut normal. C'est parti. Allez. Ok. Mais oui, c'est simple, point A, point B. Voilà. Non, mais vous êtes très lucide quand même, parce que vous dites qu'il faut mieux arriver au point B vivant.
C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion qui est présente. L'idée, c'est de toute façon retrouver ces instincts de survie en soi, c'est-à-dire se mettre dans la configuration la plus proche du danger, de façon à ce que si jamais elle arrive, on puisse arriver à la contrôler. C'est un sport et un art qui a été développé aussi par les pompiers de Paris, c'est-à-dire que en soi, moi je suis pas du tout ce genre de super-héros qui a développé des capacités uniques. Les pompiers de Paris, eux, sont des super-héros qui vont aider les gens et qui ont développé justement ce genre de pratique pour être forts, justement, pour pouvoir accéder à n'importe quel endroit. C'est interdit de faire ce que vous faites. C'est pas interdit, on va dire que c'est toléré. Il n'y a pas de vraie législation. Après, évidemment, sur les toits de Paris, il y a des endroits privés. C'est un peu complexe. Je pense que les toits, c'est vraiment personnel. C'est un apprentissage complet qui se fait en dehors même du côté parcours. Il y a même juste de l'exploration urbaine qui se fait. On n'est pas toujours en train de sauter, on se balade aussi pour regarder la vue. En tout cas, on n'encourage personne à faire demain ce que vous faites sans y être préparé. Complètement. Évidemment. Là, on voit vraiment le haut du pavé. Surtout pas tout seul, c'est pour les spécialistes. Justement, Nathanaël, il faut être un traceur aussi pour suivre le traceur en chef qui est Johan Leroux, champion du monde. On a oublié de le préciser. Et c'est l'un des seuls Français connus de l'étranger en termes de parcours. Pardon. Je pense qu'on s'en rend pas trop compte parce qu'on est tellement focus sur la personne qui saute à travers le toit. Mais des fois, il y a la personne qui est derrière qui est en train de courir. Et c'est tellement naturel de se focus sur la personne qui est en train de sauter qu'on se rend pas compte que moi, derrière, je suis en train de courir. Et puis, en même temps, il y a des fois des obstacles. Donc, j'ai un œil sur la caméra, un œil sur le parcours. En fait, c'est ça, c'est vous les héros. Complètement plus dangereux pour lui. Que je ne saute pas au-dessus du vide et que je ne fais pas de... C'est toi, la Rosta, il sert à rien. Non, mais c'est le duo qui permet de créer de belles images. Et en parlant de belles images, on revient du Japon et on a pu... faire du parcours à travers le Japon, à travers les hauteurs du Japon. Et il y a la chaîne YouTube dans laquelle on peut voir ça notamment. Quelle qualité il faut pour être un bon traceur et comment on s'entraîne? Parce que c'est de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. C'est vrai que c'est de l'entraînement. Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais traceur. En soi, c'est à chacun. C'est une arme qu'on va aiguiser pour soi-même. Mais purement le fait de franchir un obstacle et de le faire... de façon régulière, va en soi vous entraîner à ne plus le voir. C'est plus du tout un obstacle, c'est quelque chose que vous franchissez de manière totalement naturelle. Oui, totalement naturelle, bien sûr. L'entraînement, vous l'avez quasiment tout déjà. C'est comme boire un café. Votre surnom, c'est Zéphyr. Oui. Il paraît que ça a été donné par des moines Shaolin. C'est ça, exactement. On dirait un truc de légende, comme ça, une sorte de catchline de film. Mais expliquez-nous, racontez-nous. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites histoires, dont celle-là, qui est que quand j'avais 18 ans, j'ai voulu partir dans un très grand voyage, très loin. Et je me suis retrouvé en Chine. Et avec beaucoup de chance avec les Shaolin, deux frères qui s'entraînaient à Shaolin. Et ils m'ont surnommé Vent d'Ouest. Je pense que de toute façon, c'était en rapport avec ce qu'on se transmettait. Me transmettait un art de la respiration, un art martial. Et moi, c'était plutôt sur le déplacement en soi, non pas martial, mais purement pour créer une route, créer de nouvelles routes. Oui, parce qu'il y a plein de... C'est vraiment au confluent de plein de choses, le parcours. Il y a les arts martiaux, il y a la danse, l'acrobatie, pourquoi pas le hip-hop, l'athlétisme en tant que tel. C'est vraiment au milieu de tout. En tout cas, le parcours a inspiré un questionnaire à Nicolas. Allons-y. Alors, votre parcours, on voulait s'y intéresser un peu de plus près depuis le début. Votre parcours scolaire, il était comment, en fait? Debout sur les tables ou au fond de la classe en regardant dehors déjà? Effectivement, une chose que mes profs ont appris très vite, c'est à fermer les fenêtres dans les salles de classe. Pour pas sortir. Votre parcours chez les moines Shaolin, on l'a dit à 18 ans, mais c'était très dur. Ça n'a pas été facile. C'était un entraînement qui était unique en soi. C'est des techniques de respiration, des positions... Mais des coups de bâton quand même, un peu, des trucs... Non, mais j'ai vu des gamins très jeunes en recevoir pour nous pas réussir une acrobatie. Et ces choses, c'est une façon de s'entraîner... culturel et spécifique. Bon, votre parcours avec les filles, c'est vertigineux, c'est posé, c'est acrobatique? Le parcours impressionne, mais disons que on n'est pas très, on n'est pas très. Donc ça peut faire un peu kicker sur les bords de sauter pour impressionner les filles. C'est pour ça qu'on ne le fait pas d'ailleurs. Et qu'il ne faut pas le faire. En restant au sol, oui. Votre parcours avec les flics, combien de gardes à vue? Eh bien, je dirais une qui s'est finie très bien, puisqu'on a fait pas mal de photos, on a échangé des contacts. Ah ouais, ils sont devenus fans, en fait. Il faut savoir que les forces de l'ordre, en soi, ne sont pas là pour déranger ou nous jeter. Ils sont là pour nous dire et nous faire descendre. Et vous protéger. Parce que sinon, c'est non-assistance à personne en danger, puisque techniquement, on se met en danger. Votre parcours avec les sponsors, ça se passe comment? Difficile?
Ça se passe très bien. Maintenant, on est surtout influenceurs, donc on travaille avec différentes marques. Et il y a encore beaucoup de sponsors qui nous suivent. On travaille d'ailleurs avec l'un d'eux dans pas très longtemps. Donc. Vous gagnez votre vie tous les deux avec cette discipline? C'est ça. Vous n'avez pas un autre boulot à côté? Non, pas du tout. Ouais. Comme ça se fait parfois dans certains sports extrêmes. C'est vrai. Votre parcours avec la nourriture? Eh bien, justement, parce qu'on en est sponsors, on a aussi des sponsors qui nous suivent là-dessus. Il nous faut une alimentation qui soit correcte. Je ne dis pas que je la suis de manière réglée comme une horloge, mais en tout cas, il faut faire attention à ça, c'est évident. Alors vous formez, c'est marqué sur votre t-shirt d'ailleurs, la 3F. Alors c'est pas la Fédération Française de Funk ni de Football, mais c'est plutôt la French Free Run Family. Mais c'est quoi en fait? Eh bien, la French Free Run Family, c'est tout simplement une équipe que j'ai voulu monter en 2009, après ma première compétition, puisque j'étais le premier athlète français à représenter devant 7500 personnes en plein Trafalgar Square un sport français, un art français. Et là, je me suis dit qu'il valait mieux être bien entouré. Et donc, j'ai proposé à des athlètes que j'ai repérés au fur et à mesure de devenir professionnels. Et tous ceux qui voulaient devenir, de passer de la passion a aussi un métier. Et on voit la vidéo qui a surcartonné, évidemment, Assassin's Creed. Justement, les vidéos de parcours sont en train de détrôner le skate, le surf, le roller. À quoi est-ce qu'on doit ça? C'est justement parce qu'il y a une French Touch, la 3F, qui essaie de faire aussi de l'art par le biais de la vidéo, en plus de ce qui s'y passe dedans? Je pense que, en tout cas pour la 3F, il y a vraiment ce côté artistique qui est présent. C'est pas que du mouvement ou de la capture live. Oui, ou de la compétence pure. Il y a vraiment plus que ça. On essaye de pousser les choses à qu'il y ait une touche artistique ou une touche narrative plus profonde que juste un sport, parce que pour nous, c'est pas juste un sport, c'est notre vie de tous les jours, donc on pousse ça plus loin. Mais il y a une notion de danger aussi qui est quand même très présente et qui attire l'œil. Pardon, mais on le voit, le danger, le vide, le gouffre. Moi qui suis arrivé en dernier dans la French Free Run Family, au début je le voyais très présent, et puis quand on les rencontre... Vous êtes le Benjamin? Ouais, je suis le Benjamin. Ça se voit. Quand on les voit sur le terrain, c'est vraiment différent de ce qu'on voit en visuel. Je trouve ça plus effrayant quand je le regarde derrière ma caméra que quand je suis sur le moment et je les vois en train de le faire. Parce que je les connais et puis je sais qu'ils ont les capacités pour le faire. Est-ce qu'il y a une French Touch? Complètement, il y a toujours eu une French Touch. Quand on est parisien et français en général, on aime bien l'importer ou au moins la retravailler pour qu'elle soit correcte visuellement à travers le monde. Moi, je sais que quand je passe quelque part, n'importe où, je suis toujours très bien accueilli parce qu'il y a ce petit côté français qui excite, du côté Paris magique et beau. Donc c'est ça qu'on apporte aussi. Vous rendez magique aussi en nous le montrant très différemment. Merci beaucoup. On va, avant de se quitter, repasser par une autre face de Paris, le Paris qui souffre, avec Raphaël Yem, rue Erlanger. Raphaël, vous nous l'avez dit, pas mal de choses déjà se sont mises en place et pas mal de besoins. Ouais, ma chère Valérie, justement, je viens de rencontrer quelqu'un qui me connaît, qui sait ce que je fais à la télé aussi et qui s'appelle Raphaël. Que des bons points, mon cher Raphaël. Exactement. Toi, tu travailles ou tu vis rue Erlanger? Je travaille au 24 rue Erlanger. Je travaille pour une ONG en charge de l'éducation et de la formation. Je sais que tu es en réunion tout de suite, tu es censé y aller, donc on va se dépêcher. De toute façon, c'est la fin de l'émission, mais tu sais s'il y a des actions de solidarité qui sont mises en place? Oui, donc ça, au niveau de la rue Erlanger, oui, il y a eu pas mal de mobilisation du voisinage. Par contre, tout ce qui est effectivement engagement et apport de vêtements, couverture, se fait via la mairie du 16e, où il y a certaines familles qui ont été effectivement accompagnées pour pouvoir trouver un petit peu des facilités, se chauffer toute la confiance et aussi répondre à ce choc psychologique essentiellement. Merci beaucoup Raphaël, merci. Donc rapprochez-vous de la mairie du 16e demain, dictée pour tous du côté de Cormeilles en Parisis. Merci beaucoup Raphaël et merci à Laurent Billon. On va devoir se quitter très vite. Évidemment, rendez-vous avec le JT à 12h et William Banky qui va vous reparler de cet incendie de la rue Erlanger. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Vivez en haut, vivez heureux.